La Terre, notre planète, le seul endroit de l'univers, à notre connaissance, à abriter la vie. Mais des formes de vie venues de l'espace nous auraient-elles déjà rendu visite? Auraient-elles même enlevé des membres de l'espèce humaine? Selon un scénario qui relève à première vue de la science-fiction, la planète Terre a-t-elle déjà été le théâtre d'une rencontre avec un extraterrestre? Ces histoires d'extraterrestres font partie de notre culture. Tous les ans, aux États-Unis, sont signalés des milliers d'ovnis, objets volants non identifiés. Certaines personnes ayant même déclaré avoir été enlevées. Je suis une personne tout à fait normale, qui a vécu tout au long de sa vie des expériences assez extraordinaires et bizarres. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'ovnis, certaines énigmes continuent de nous interroger. C'est évident. Ce n'étaient pas des ballons, ni un avion, ni des hélicoptères, ni des fusées éclairantes. Des gens ont bel et bien vu un vaisseau spatial de 2 à 3 kilomètres de large. Pour les sceptiques, ces figures vues ou rencontrées naîtraient dans notre imagination, peut-être influencées par les films de science-fiction et la culture populaire. Supposons que vous rêviez d'un extraterrestre. À quoi va-t-il ressembler? À celui dont moi aussi je rêverais, celui que nous avons tous les deux vu à la télévision. Pourtant, des scientifiques respectés admettent la possibilité de véritables extraterrestres voyageant dans le cosmos pour venir visiter la Terre. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut être d'1 million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. À de nombreuses occasions au cours de notre histoire, les extraterrestres auraient même, dit-on, laissé des preuves incontestables de leur passage, objets et messages qui vont des pyramides au cercle de culture. J'ai vu des objets et des lumières étranges que je ne saurais expliquer. Ils étaient sans nul doute régis par une intelligence. Ceux qui sont sceptiques, je les invite à prendre connaissance des phénomènes observés. D'étranges phénomènes surviennent sur lesquels il faudrait enquêter. En 1995, Lynn Kai-Tai aperçoit des lumières inexplicables près de chez elle, au-dessus des montagnes, juste au nord de Phoenix, en Arizona. Elle a sur elle un appareil photo. Je me suis concentrée sur ce globe qui disparaissait. Il ne bougeait pas. Il s'est lentement estompé. C'était comme s'il était encore là une fois disparu. Et j'ai été frappée par le silence angoissant qui régnait, comme si le temps s'était arrêté. C'était extraordinaire et très étrange. 2 jours plus tard, le 13 mars 1997, Lynn Kai-Tai partage cette fois, avec des milliers d'autres témoins, une expérience exceptionnelle. Des milliers de personnes d'un bout à l'autre de l'Arizona scrutaient le ciel étoilé pour y surprendre la comète de Hale-Bopp, quand un triangle de 2 à 3 kilomètres de large a traversé l'État. Il a emprunté le corridor le plus peuplé de l'Arizona dans un silence absolu. C'était un gigantesque défilé. Compte tenu du grand nombre de témoins oculaires, on hésitera à récuser sans autre forme de procès le phénomène dit des lumières de Phoenix. Après une brève enquête, l'armée révélera que ces lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par une escadrille d'avions volant en V. Malgré tout, certains témoins maintiendront que ces lueurs venaient d'un autre monde. Depuis plus de 23 ans, l'artificier Paul Mann manipule des fusées éclairantes. Une mise en scène pareille lui semble bien difficile à réaliser. On aurait du mal, je pense, à confondre une fusée avec ce qu'on a l'habitude de considérer comme un ovni. À défaut de larguer des fusées éclairantes depuis un chasseur, Paul croit pouvoir expliquer ce qui distingue ces fusées des lumières de Phoenix. On a ici des fusées éclairantes qui montent jusqu'à une centaine de mètres en brûlant constamment, mais vous verrez qu'elles étincellent légèrement. N'importe qui saurait que c'est une fusée et non un vaisseau spatial.
On a là une lumière rouge scintillante, une importante traînée de fumée. Le point lumineux permet de reconnaître une fusée sans confusion possible. Et puis elle retombe par terre, elle ne reste pas suspendue là-haut pendant des heures. Un feu d'artifice qui aurait duré aussi longtemps que ce qu'on dit des lumières de Phénix aurait relevé du prodige. Et faire tenir des pièces dans le ciel est encore une autre paire de manches. Je sais ce que j'ai vu, au même titre que des centaines d'autres gens. Il ne s'agissait certainement pas de fusées éclairantes, dont les caractéristiques ne se confondent pas avec ces globes qui n'émettaient pas de fumée. C'était comme des boules, des globes faits d'une roche solide. Mais les images parlent d'elles-mêmes. L'explication des lumières de Phénix par la présence de fusées éclairantes dans le ciel paraît donc à certains assez improbable. Nous sommes tous de mauvais témoins oculaires. C'est très difficile d'apprécier la taille et la vitesse d'objets en mouvement dans le ciel, surtout la nuit ou au crépuscule. Depuis plus de 10 ans, le docteur Michael Shermer étudie les phénomènes paranormaux. C'est non seulement la nature des preuves qu'il met en doute, mais aussi la fiabilité des témoignages humains. Quand quelqu'un parle d'une largeur de 200 mètres, comment le sait-il ? Est-ce que l'objet avait une taille comparable à celle d'un objet connu? On pourrait alors comparer leurs proportions. Non, en réalité, ce sont des estimations fantaisistes. Un hasard qui conduit notamment à confondre un avion militaire, des ballons-sondes météorologiques, des fusées éclairantes et même la planète Vénus avec un vaisseau extraterrestre. Il n'en demeure pas moins que de telles confusions en amènent beaucoup à croire en l'existence des ovnis, malgré les explications logiques que leur opposent les scientifiques et les autorités américaines. Paradoxalement, le démenti apporté par les autorités aux atterrissages d'ovnis conforte la croyance populaire en leur existence, en raison même de la fascination qu'exercent les théories du complot sur l'opinion. L'État est souvent soupçonné d'occulter la vérité. L'affaire Roswell en est le cas typique. Roswell, c'est le haut lieu de l'ufologie. L'histoire initiale selon laquelle il s'agissait d'un ballon-sonde était un mensonge. On nous a menti pour des raisons de sécurité nationale. Une information relevant du secret défense jalousement gardée jusqu'en 1994, date à laquelle l'armée de l'air des États-Unis déclare que Roswell était non pas une sonde de météorologie, mais un ballon envoyé dans la haute atmosphère pour surveiller les essais nucléaires soviétiques. Cette révélation achèvera de convaincre les ufologues que l'État cherche toujours à cacher ce qui s'est vraiment passé à Roswell. Et là, les ufologues disent « On vous l'avait bien dit, ils mentaient, maintenant ils prétendent nous servir la vérité, mais c'est encore un mensonge !» Eh bien non, en 1947, dans le contexte de la guerre froide, c'est tout à fait plausible. C'est la désinformation qui a nourri le mystère Roswell, un mystère que le revirement des instances officielles épaissira. Cependant, il arrive même à l'armée d'isoler des phénomènes inhabituels. En 1980, les militaires d'une base aérienne située sur la côte est de l'Angleterre perçoivent une étrange lueur dans une forêt des alentours. Le colonel Charles Halt, qui dirige la base à ce moment-là, est de service quand il réceptionne un drôle d'appel de la part d'un de ses hommes. Quand le lieutenant qui faisait une ronde est entré pour voir le commandant de la base et moi-même et nous parler en privé, il était blanc comme un linge. Le lieutenant leur rapporte qu'un objet volant non identifié a été aperçu qui descendait dans la forêt de Rendlesham aux abords de la base. Le colonel Halt, accompagné d'un officier affecté à la prévention des sinistres, se rendent sur le site supposé de l'atterrissage. Ils enregistrent leurs échanges sur une bande audio en guise de preuve. Bon, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas balayer cette zone? Génie négant, balayons la zone sur environ 3 mètres et traçons un périmètre tout autour en partant du coin là-bas. Tous les oiseaux et les animaux de la forêt s'étaient tus. Nous nous sommes approchés de ce site où le supposé vaisseau avait atterri. Il y avait 3 marques au sol, d'environ 4 ou 5 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de large. Les marques, disposées en triangle, étaient espacées de 2 à 2,50 m. Prudent, le colonel Halt et l'officier de prévention des sinistres mesurent les radiations des traces à l'aide d'un compteur Geiger. Les niveaux de radioactivité se révèlent 4 fois supérieurs à la normale. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a d'étranges flashs de lumière rouge devant nous.
On aurait dit que cette chose lumineuse répandait du métal en fusion, comme de l'acier qui sort d'un creuset. Nous l'observions stupéfiés quand elle a explosé en silence et que des éclats blancs se sont éparpillés avant de disparaître. En fait, au dire de nombreux journalistes et chercheurs, ce qu'aurait vu le colonel Halt et les soldats qui l'accompagnaient dans la forêt de Rendlesham, ce seraient les jeux de lumière du phare d'Orford Ness. Pourtant, le colonel Halt n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas de ce monde. Je sais ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce que c'était. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'il s'agissait d'un vaisseau endommagé ou d'une sorte de véhicule de reconnaissance venu observer nos activités dans la région. En janvier 1981, le colonel Halt contacte le ministère de la Défense britannique, dont il ne recevra jamais de réponse officielle. Halt reste persuadé qu'il a eu affaire à d'authentiques extraterrestres, un cas d'ovni qu'ici, comme à d'autres occasions, l'État a tenu à camoufler. Un avis que ne partage pas le docteur Shermer. Le problème des affaires étouffées par l'État, c'est que les gens ne savent pas se taire. L'État aurait-il réellement voulu dissimuler la présence d'extraterrestres, qu'il se serait forcément trouvé quelqu'un aux échelons inférieurs pour trahir et révéler l'invraisemblable vérité. Et même si les autorités ont cherché à dissimuler ces phénomènes d'ovnis, ce n'est pas pour autant qu'on a cessé d'interroger les thèses officielles. Soit les extraterrestres existent, soit ils n'existent pas. Les deux hypothèses sont également effrayantes. Pour gagner la Terre, un ovni aurait à voyager dans l'espace depuis un autre point de l'univers situé à des années-lumière. D'où et comment parviendrait-il jusqu'ici? Une civilisation extraterrestre a-t-elle déjà mis les pieds sur Terre? Nombreux sont ceux qui disent avoir vu des ovnis, mais aucune preuve d'une telle visite n'a jamais été faite. Que des extraterrestres aient déjà atterri ou non au pied de chez vous, beaucoup de scientifiques admettent la possibilité de leur existence. Si nous étions seuls, je serais effaré. Vu le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers, quel gâchis ce serait en termes d'espace. Il devrait y avoir beaucoup de planètes abritant la vie comme la nôtre. L'univers est vieux de quelques 15 milliards d'années, et son expansion se poursuit à une vitesse phénoménale. Il renferme des milliards et des milliards d'étoiles, beaucoup plus que ne comptent de grains de sable toutes les plages de la Terre. Autour de certaines de ces étoiles tournent des planètes. Il y a donc une myriade d'endroits où E.T., le célèbre extraterrestre, aurait pu voir le jour. Selon le physicien Lawrence Krauss, la planète d'où vient E.T. serait semblable à la nôtre. Sur une planète comme la Terre, la vie semble naître de toutes parts. On peut donc avancer que le moyen le plus simple pour trouver d'autres formes de vie, ce serait de chercher des planètes comme la Terre. Seulement voilà, cette planète se situerait fort loin de la Terre. C'est même en années-lumière et non en kilomètres que dans l'espace, on mesure les distances tant elles sont grandes. Une année-lumière, c'est quasiment 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue en un an par un rayon de lumière qui progresse à près de 300 000 kilomètres par seconde. La lumière du Soleil met plus de 8 minutes à atteindre la Terre. Tout extraterrestre qui prévoit de nous rendre visite s'embarque pour un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière aller-retour. Le seul moyen de raccourcir le voyage consisterait alors à se déplacer plus vite que ce qu'il y a de plus rapide à notre connaissance, la lumière elle-même. En 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En un sens, c'est comme s'il y avait un agent de la circulation au carrefour pour nous interdire de franchir cette limite. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein suggère qu'il existe une limite cosmique à la vitesse qui interdit à n'importe quel objet, y compris un extraterrestre, d'excéder la vitesse de la lumière.
En 1915 cependant, Einstein invente une théorie qui va plus loin encore. La théorie générale de la relativité. Au lieu de chercher à surmonter les lois de la physique, cette théorie se propose de les contourner. Aux yeux de Michio Kaku, professeur de physique théorique, c'est la clé qui permet de franchir cette barrière qu'est la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière. La théorie d'Einstein postule que la matière courbe l'espace-temps. Imaginons une lourde sphère posée sur une feuille de caoutchouc. La sphère, en pesant sur la feuille, y forme un creux. Si une sphère plus petite est alors lâchée sur la feuille, elle tombera en spirale vers la plus lourde. Einstein émet la théorie selon laquelle l'espace, comme la feuille de caoutchouc, se déforme sous l'effet des objets qui voyagent en lui. Mais si l'espace peut ainsi se déformer, se dessine alors une nouvelle manière de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. Sur une feuille de papier, la droite est le plus court chemin entre deux points. C'est oublier que si vous pliez la feuille, vous vous apercevez que le plus court chemin entre deux points est en fait un trou de verre. Ces trous de verre, avancent certains scientifiques, seraient des couloirs d'espace-temps qui se présentent comme des raccourcis entre des régions éloignées de l'espace. Théoriquement, en empruntant un trou de verre, un extraterrestre pourrait voyager d'une partie à l'autre de notre galaxie plus vite que ne le ferait un rayon de lumière dans l'espace et le temps normaux. Un raccourci qu'avait déjà décrit il y a 150 ans un mathématicien d'Oxford en Angleterre, le fameux écrivain Lewis Carroll. Le miroir d'Alice relie la campagne d'Oxford à un univers fantastique, le pays des merveilles. Si vous passez votre main à travers le miroir, elle quitte Oxford pour passer à jamais de l'autre côté. C'est un trou de verre, ce que nous autres physiciens appelons un espace multiconnexe. Les trous de verre constitueraient peut-être le réseau de transport idéal, quoique la manipulation des lois de la physique puisse entraîner des conséquences catastrophiques. On ignore dans quelle mesure ils sont stables. Ils sont peut-être assez radioactifs, des corrections quantiques et des radiations pourraient se produire à l'entrée du trou, qui risque également de se refermer avant même qu'on puisse y pénétrer. À supposer qu'on puisse recréer un trou de verre artificiel, il faudrait d'énormes quantités d'énergie et des progrès technologiques qui dépassent notre entendement pour déchirer le tissu de l'espace et du temps. Mais peut-être existe-t-il une civilisation extraterrestre assez évoluée pour construire ces autoroutes supergalactiques. Ou bien, des extraterrestres intelligents pourraient avoir trouvé une autre astuce pour naviguer au sein de l'univers. Ils sauraient peut-être déplacer l'espace lui-même. L'espace fait ce qui lui plaît. Par exemple, il peut s'étendre par réaction à la présence de matière et d'énergie. Si on trouvait le moyen de le maîtriser, en principe, on serait capable de développer ce qu'on pourrait appeler un moteur à distorsion. Le vaisseau extraterrestre comprimerait l'espace qui se trouve devant lui et ferait croître l'espace situé derrière lui. Sans avoir bougé d'un iota, le vaisseau se porterait du même coup d'un point à l'autre de la galaxie. Ce qui semble nous renvoyer à la science-fiction n'aurait, pour quelques extraterrestres évolués, absolument rien de fictif. Sur ce ballon, j'ai représenté l'USS Enterprise du film Star Trek. Et pour qu'on ait quelques repères de son environnement immédiat, j'ai figuré ici le Soleil, la Lune et Saturne. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Enterprise peut s'éloigner de ce système planétaire et s'approcher de cette étoile sans changer de position par rapport à ses repères environnants. Comment? Eh bien, si je presse cette extrémité du ballon, j'étends cette région-ci. La distance entre le vaisseau et les étoiles s'est accrue sans que le vaisseau ait changé de position par rapport à ce qui l'entoure. Ce que j'ai fait, c'est faire jouer l'espace. On ignore comment serait alimenté un moteur à distorsion, dont l'utilisation serait de l'avis de Krauss, lourde de danger. Ce serait peut-être moins dangereux pour les passagers à bord du vaisseau que pour tous les autres, car lorsqu'on contracte l'espace devant soi, tout ce qui nous sépare du prochain astre se trouve pulvérisé. Et quand on est dans l'espace derrière soi, on instaure une tension incroyable entre tous les corps qui nous environnent. Il faudrait alors une autoroute interstellaire qui soit au préalable vidée de tout, sans quoi tout ce qui entoure le vaisseau serait anéanti.
Nos moyens technologiques sont loin de nous permettre d'outrepasser les lois de la physique, mais une civilisation en avance sur nous de plusieurs millions d'années aurait pu frayer cette voie. Sur Terre, les physiciens qui cherchent d'autres formes de vie dans l'univers prennent cette idée très au sérieux. Ils ont développé un système de classification des civilisations extraterrestres selon leur degré d'évolution. Quand nous autres physiciens observons l'espace, nous ne recherchons pas des petits hommes verts, nous cherchons des civilisations du premier, du deuxième ou du troisième type. Une civilisation du premier type aurait atteint un tel degré d'évolution qu'elle maîtriserait toutes les sources d'énergie présentes sur sa planète, y compris celles que fournissent les océans, les volcans et même la météo. Elle épuiserait vite les ressources d'une planète et exploiterait l'énergie d'un astre local. À ce stade, elle serait identifiée comme appartenant au deuxième type. À terme, elle devient galactique. Elle colonise tout le système planétaire et développe des énergies phénoménales qui lui permettent de manipuler les étoiles et les trous noirs. C'est alors une civilisation du troisième type, ayant sur nous une avance technologique de 100 000 à 1 million d'années. Où se situerait donc notre civilisation sur cette échelle? Nous ne figurons même pas sur cette échelle. Nous tirons notre énergie de végétaux morts, le pétrole et le charbon. C'est dire si nous sommes primitifs. Officiellement, nous correspondons à une civilisation de type 0, incapables que nous sommes à voyager à travers l'immensité de l'espace interstellaire, là où une civilisation du troisième type aurait développé la technologie requise pour contrôler l'espace et le temps, en vue d'évoluer librement à travers l'univers. On ne peut exclure la possibilité, pour une civilisation en avance de peut-être 1 million d'années sur la nôtre, d'être en mesure d'atteindre la Terre. Cela dit, une telle civilisation capable de traverser une galaxie jusqu'à la Terre s'exposerait tout de même à des écueils. Parviendrait-il jusqu'à nous? L'oxygène présent dans notre atmosphère, cela même qui nous maintient en vie, pourrait être fatal à nos visiteurs. Ayant acquis la maîtrise de l'espace et du temps, et réussi à franchir le vide interstellaire, il devrait alors affronter un autre danger, notre atmosphère. Elle qui nous protège du rayonnement solaire constitue une barrière périlleuse pour tout vaisseau spatial à l'approche. En effet, en se rapprochant de la Terre depuis l'espace, tout corps se réchauffe du fait des frottements avec les molécules présentes dans l'atmosphère. La chaleur produite brûle la plupart de ces corps, tels que les astéroïdes, avant qu'ils touchent le sol. Protégés par des tuiles résistantes à la chaleur, les vaisseaux de la NASA, au moment où ils rentrent dans l'atmosphère, se servent de ces frottements pour ralentir. À ce problème, disent les scientifiques, une civilisation d'un haut niveau technologique trouverait cependant une solution bien avant d'atteindre notre atmosphère. Je dirais que tout être intelligent placé à bord d'un véhicule spatial évolué ralentirait tout simplement avant de toucher la Terre. Après avoir navigué au sein de notre atmosphère et réussi leur atterrissage, les extraterrestres verraient surgir un nouvel obstacle de taille. On les imagine mal descendre tout naturellement du vaisseau. L'atmosphère de la Terre ne correspondrait probablement pas tout à fait à celle qui règne sur leur planète d'origine. En fait, à moins d'être acclimatés à l'oxygène, ils souffriraient de l'extrême toxicité de ce gaz. Des extraterrestres fraîchement arrivés sur Terre, on ne s'attendrait pas à les voir débarquer de leur vaisseau, humer le bon air et se mettre à manger des pommes et des oranges. Ici, dans le Nevada, au cœur du désert Mojave, le département des sciences de l'espace de la NASA étudie la vie de micro-organismes placés dans des conditions extrêmes. De là, les chercheurs espèrent établir comment différentes espèces survivraient à des conditions éventuellement périlleuses. Le docteur Chris McKay chapeaute cette mission. La vie a besoin d'oxygène. Les hommes, les plantes et les animaux en ont besoin. Mais nous avons développé toute une machinerie biologique, des enzymes de nature à purifier l'oxygène. L'oxygène est une substance fondamentalement toxique. Sur la planète d'origine d'un extraterrestre,
L'évolution aurait-elle emprunté les mêmes voies? La vie s'y serait-elle adaptée à l'oxygène? À la limite, les fondements de la chimie, de même que les gaz, n'auraient rien à voir avec les nôtres. Le docteur Mackay étudie des échantillons contenant plus de 10 millions de bactéries qui montrent que le vivant obéit ici à des principes totalement différents de ceux de la majorité des êtres sur Terre. L'examen de ces bactéries nous fait entrevoir la bizarrerie de certaines propriétés chimiques et combien ces organismes peuvent nous être étrangers. La force de notre Soleil poserait encore un autre problème à nos visiteurs. Son rayonnement a beau assurer la vie sur Terre, il présente certains dangers. À trop s'exposer au Soleil, les humains courent le risque de s'aveugler, de se brûler ou de développer un cancer. Un être venu d'une autre planète n'y résisterait peut-être pas. On peut imaginer que des formes de vie issues d'un autre monde, qui arriveraient chez nous, trouvent les rayons ultraviolets d'une luminosité trop intense et doivent se protéger derrière des pare-soleil ou des lunettes. Puis vient un écueil invisible pour le nouvel arrivant sur Terre. La gravité. De quoi lui donner du fil à retordre. Les humains ont grandi sous son effet. À soumettre notre corps à une très forte gravité, les conséquences peuvent être désastreuses. Un pilote de chasse qui accomplit des manœuvres acrobatiques est soumis à des forces pouvant être 9 fois supérieures à la normale. Dans ces conditions, un homme de 70 kg a l'impression de peser 680 kg. Au-delà de 9G, la pression devient trop forte et le pilote perd connaissance. Des êtres originaires d'une planète où la gravité est moins forte ressentiraient sans doute des effets comparables. Des Martiens, par exemple, trouveraient la gravité plus forte sur Terre. Même s'ils étaient en forme selon des critères martiens, ils souffriraient ici. Enfin, on peut sans prendre trop de risques, avancer qu'ils auraient la technologie nécessaire pour y faire face. Autre danger, bien moins prévisible celui-là, les microbes. Comme dans La guerre des mondes de Herbert George Wells, nos visiteurs pourraient succomber à de simples bactéries. Les bactéries d'une planète pourraient menacer les organismes d'une autre planète. Les Martiens débarquent, envahissent la Terre, anéantissent les armées sans problème. C'est alors que les bactéries terrestres affectent les Martiens et les terrassent. À la fin, la Terre sort victorieuse de la guerre des mondes, non pas grâce aux prodiges de la technologie humaine, mais du fait de la diversité biochimique des bactéries. L'histoire nous a appris que les visiteurs d'un autre monde auraient d'excellentes raisons de se méfier de nous et réciproquement. Quand les Espagnols envahissent les Amériques, ils apportent avec eux quelque chose de bien plus redoutable que leurs armes à feu et leurs épées. Dans leur bagage, il y a, entre autres, la variole et la grippe. Une fois tombées les barrières entre le vieux et le nouveau monde, beaucoup de morts et de destructions s'en sont suivies. Nous pourrions contaminer des êtres venus d'ailleurs et vice-versa. Cette crainte de l'infection par de nouvelles variétés de bactéries agitait aussi la NASA dans les années 1960 lors des missions sur la Lune. C'est pourquoi on plaçait en quarantaine les premiers astronautes à leur retour, de peur qu'ils soient porteurs de microbes mortels. Une civilisation extraterrestre explorant l'univers aurait le souci de ne pas introduire ces microbes sur d'autres planètes, espère Mackay. On peut raisonnablement penser que des êtres dotés de moyens technologiques propres à voyager entre les mondes auraient conscience de ce problème et s'équiperaient des protections biologiques adéquates. Il n'en viendrait pas à l'idée en touchant Terre d'aller pique-niquer et polluer un autre monde. On le voit, les passagers d'un vaisseau spatial extraterrestre en route pour la Terre affronteraient une foule de dangers. Il leur faudrait d'abord survivre aux forces destructrices à l'œuvre à l'intérieur d'un trou de verre, puis éviter de brûler dans l'atmosphère terrestre. Enfin, se prémunir contre la toxicité de l'oxygène ou les microbes. Peut-être décideraient-ils de ne pas courir eux-mêmes tant de risques. Imaginons qu'ils envoient à leur place des explorateurs qui ne vieillissent jamais, qui jamais ne succombent à des maladies mortelles. Le moyen le plus efficace, ce sont les robots. Là, ce sont des nanorobots autoréplicants.
Les nanorobots sont des robots microscopiques, assez légers pour se révéler d'une aide précieuse lors d'un voyage dans l'espace où le poids représente l'un des facteurs essentiels à considérer. Plus on est petit, plus on va vite. En fait, les particules subatomiques voyagent presque aussi vite que la lumière. Ainsi, les nanorobots offriraient peut-être le meilleur moyen d'explorer l'univers. Les scientifiques croient en la possibilité de créer des nanorobots microscopiques capables de se cloner. Ils atterriraient sur les lunes et les planètes où ils se reproduiraient d'eux-mêmes, permettant à une civilisation d'explorer de grands pans de la galaxie sans jamais quitter sa planète d'attache. On finirait par avoir une sphère peuplée de trillions de robots qui avanceraient à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils se poseraient sur les lunes où chaque robot se reproduirait. D'un point de vue scientifique, c'est le mode d'exploration de l'univers le plus raisonnable. C'est ainsi que procède la nature et que font les virus. Les humains se servent déjà des robots pour explorer le cosmos. Les sondes Voyager de la NASA s'enfoncent loin dans l'espace d'où elles renvoient des données au fur et à mesure de leur progression, tandis que des véhicules robotisés ont déjà exploré la surface d'autres planètes du système solaire. Mais, compte tenu de leur petite taille, les nanorobots semblent offrir le plus sensé des moyens d'explorer l'univers, bien que rien ne prouve aujourd'hui que des nanorobots d'origine inconnue aient jamais visité la Terre. Et d'ailleurs, aurions-nous su les détecter ? Dans leur grande majorité, ceux qui prétendent avoir rencontré des extraterrestres décrivent non pas des robots miniatures, mais des êtres vivants, souvent assez peu sympathiques et enclins à enlever les hommes pour les soumettre, comme des cobayes, à des examens et des expériences. Une civilisation évoluée pourrait être à même de tourner les lois de la physique, de traverser le temps et l'espace pour visiter la Terre. Il n'empêche, certains scientifiques se demandent au nom de quoi ils se donneraient cette peine. Des êtres aptes à voyager dans le temps et l'espace seraient en avance de plusieurs millions d'années sur nous et trouveraient peu d'intérêt à la vie sur Terre. En outre, chercheraient-ils à établir un contact avec nous, ils pourraient ne pas être animés d'intentions pacifiques. Le docteur Michael Shermer a son idée là-dessus, fondée sur la longue histoire des conflits humains. Si on considère ce qui se passe sur Terre, comment pourrait-on avoir envie d'entrer en contact avec E.T.? Nous nous ferions manger, tuer ou réduire en esclavage, puisque c'est déjà notre sort ici. Pourtant, il y a des individus pour prétendre avoir déjà rencontré des extraterrestres et parfois même avoir été enlevés par eux. Ces histoires d'enlèvement ont quelque chose de fascinant. Elles portent toute la marque d'une expérience très humaine. C'est une sorte de terreur nocturne, un mauvais rêve. Faute de preuves, les témoignages extravagants qui relatent des apparitions d'extraterrestres suscitent l'incrédulité. Les témoins préfèrent donc en général garder l'anonymat. Une New-Yorkaise que nous surnommerons Molly aurait eu, dit-elle, plusieurs apparitions au long de sa vie. Mon souvenir le plus troublant et le plus étrange me vient d'un rêve où une pâte blanche me pénétrait dans le cou pour y placer un tout petit bâtonnet blanc. À mon réveil, ce matin-là, j'ai été très frappée de me trouver affligée d'une curieuse bosse sur le cou qui me faisait mal. Quand j'ai touché ce que je croyais être un bouton, je me suis aperçue que c'était dur, de la forme d'un grain de riz. À en croire Molly, ce petit implant aurait pénétré profondément sous sa peau et avant qu'elle ait pu obtenir un avis médical, aurait disparu sans laisser de traces. Lors d'une autre rencontre dont elle garde un vif souvenir, Molly s'est fait enlever et conduire à bord d'un vaisseau spatial. Je me souviens d'un vaisseau de la forme d'une coquille de palourde, disons, même si c'était peut-être plus proche d'une coquille Saint-Jacques. Enfin, il avait un sommet et une base. Je me rappelle être monté à bord et avoir vu le haut se refermer sur nous. On m'a fait subir des examens médicaux avec des instruments très étranges. L'un de ces êtres était très grand, très maigre et ressemblait beaucoup à un insecte.
Comme la plupart de ceux qui prétendent s'être retrouvés face à des extraterrestres, Molly ne dispose d'aucune preuve pour étayer son récit. Des expériences comme la sienne renverraient à la culture populaire plutôt qu'à une réalité vécue, estiment les sceptiques. La plupart d'entre eux donnent la première explication qui leur vient à l'esprit, imprégnée de ce qu'ils ont vu à la télé et lu dans les revues ou la littérature populaire. Au fil des siècles, les apparitions ont revêtu des aspects multiples et variés. Au Moyen-Âge circulaient des récits d'anges et de démons, tandis qu'il y a un siècle, on parlait d'esprits et de fantômes. Pour beaucoup de scientifiques, dont Shermer, ce sont la littérature et le cinéma de science-fiction associés à la réalité des voyages dans l'espace qui amènent les hommes à figurer leurs craintes sous forme d'apparitions extraterrestres. Les extraterrestres sont nos anges, ils sont nos démons. Ils personnifient nos anomalies les plus étranges. Nous leur donnons ce nom d'extraterrestres parce que nous vivons à l'ère spatiale, celle de la science-fiction. Reste cependant à éclaircir sur quoi se fonde la croyance en ce type d'apparition. Le docteur Michael Persinger, de l'Université Laurentienne au Canada, croit avoir mis au jour un lien entre ces apparitions et les champs électromagnétiques. Les fluctuations de l'activité électromagnétique produiraient une réaction dans le cerveau de certains individus et expliqueraient les phénomènes d'apparitions extraterrestres. Le sentiment d'une présence qui vous saisit en général tard dans la nuit et donne lieu à une expérience ou bien mystique, ou bien sexuelle, ou même terrifiante, se manifeste dans toutes les cultures. Or, nous savons maintenant que ce sentiment de la présence se forme à l'intérieur même du cerveau. Il est possible, dit le docteur Persinger, d'induire quelque chose comme un phénomène d'apparition extraterrestre chez quasiment n'importe quel sujet. Il y parvient en appliquant au cerveau humain des champs électromagnétiques complexes générés dans son laboratoire. Pour nous le démontrer, Persinger et son assistant placent un volontaire dans une chambre insonorisée. On lui fixe des électrodes sur la tête, par où passent les ondes magnétiques avant de lui bander les yeux et de baisser la lumière. Tout en surveillant ces données, Persinger attend que le sujet éprouve la sensation d'une présence extraterrestre. N'hésitez pas à exprimer tout haut vos sensations si vous le souhaitez. Au bout de quelques minutes, les champs électromagnétiques provoquent un choc dans le cerveau du sujet. Sa façon de décrire son expérience dépendra de sa culture, de son vécu, de son horizon d'attente. Ça fait très mal. J'ai l'impression de mourir. Ici, Michael Persinger suspend l'expérience. Dans ce cas précis, la présence visualisée par le sujet s'accompagne d'un sentiment de terreur. Je n'ai jamais eu une sensation pareille. Je me sentais pris au piège, je souffrais. Je n'ai jamais frôlé l'enfer d'aussi près. C'était atroce là où j'étais. Le volontaire a montré une sensibilité extrême aux champs électromagnétiques qui stimulaient son cerveau. Cette technique n'en démontre pas moins l'extraordinaire pouvoir de notre cerveau à traduire nos angoisses sous l'aspect de monstres, de démons, voire d'extraterrestres issus de mondes lointains. Des dizaines de personnes qui ont vécu des expériences qu'elles décrivent comme celles d'un enlèvement par des extraterrestres retrouvent dans cette chambre des sensations très similaires. Les expériences terrifiantes vécues dans la chambre s'expliquent par l'action de champs électromagnétiques canalisés. Quant aux expériences d'enlèvement vécues dans le monde réel, elles seraient dues, selon Persinger, aux champs électromagnétiques produits par des phénomènes naturels tels que les éruptions solaires, l'activité sismique et les variations atmosphériques. La similarité des témoignages, pense-t-on, ne ferait que trahir notre physiologie et notre culture commune. D'un cas à l'autre, on retrouve fatalement des sensations similaires, nos cerveaux étant conformés de la même manière. On constate le même genre d'illusions, d'hallucinations et ainsi de suite.
le rôle de l'électromagnétisme dans ces expériences est loin d'être prouvé. D'autres chercheurs les attribuent au phénomène de paralysie du sommeil ou à des affections comme le stress post-traumatique. Quoi qu'il en soit, tant que nous n'aurons pas établi de contact avec E.T., nous ne saurons jamais avec certitude si oui ou non, les extraterrestres n'existent que dans notre tête. Et si E.T. se manifestait, on verrait peut-être s'élever alors une autre barrière, celle du langage. Il se peut que des extraterrestres ne choisissent pas de s'adresser à l'homme et nous préfèrent parmi les autres espèces qui peuplent la Terre, celle qui leur paraîtrait posséder le langage le plus intelligent. Des extraterrestres auraient beau franchir le vide interstellaire, réussir leur atterrissage et en sachant s'adapter, survivre dans notre atmosphère, l'épreuve suprême demeurerait peut-être d'instaurer avec nous une communication efficace. Il y a de l'arrogance à croire qu'ils chercheront à nous parler ou à nous rendre visite. Pourquoi le feraient-ils ? Songez à une fourmilière à côté de laquelle on construit une autoroute à 5 voies. Les fourmis sauraient-elles communiquer avec les ouvriers ? Le principal danger, c'est que ces ouvriers recouvriront la fourmilière sans même s'en apercevoir. À San Francisco, quelques scientifiques étudient déjà des modes de communication au cas où E.T. viendrait faire halte chez nous. Le SETI, Institut de recherche d'une intelligence extraterrestre, est le fer de lance de ce projet. Depuis 40 ans, les scientifiques y observent le ciel où ils guettent des messages émis d'ailleurs. Le SETI applique tous les domaines du savoir à la recherche de la vie dans l'univers. Chercheur au SETI, le Dr Lawrence Doyle estime que le secret pour établir une communication avec une vie extraterrestre réside d'abord et avant tout dans la compréhension de son niveau d'intelligence. C'est dans ce but qu'il lui faut déterminer comment les organismes communiquent. On n'a pas encore entamé de recherche sur l'intelligence extraterrestre. On ne s'est penché pour l'instant que sur la technologie d'origine extraterrestre. On prévoit de mener au préalable des recherches sur l'intelligence en dégageant les lois qui régissent la communication, de façon que si nous captons des signaux, nous sachions les différencier des processus astrophysiques. La compréhension des lois qui régissent la communication permet à Doyle d'identifier des schémas de communication et de les distinguer du bruit aléatoire. Il s'appuie pour ce faire sur une équation mathématique issue de la théorie dite de l'information, d'abord développée pour mesurer la quantité d'informations parcourant une ligne téléphonique. Doyle, lui, s'en sert en vue d'analyser la complexité du langage. Il calcule l'interdépendance de mots ou de sons différents au sein d'une langue. Plus il y a de mots ou de sons associés dans un lien de dépendance avec le premier mot ou son de la séquence, plus le langage est complexe. Sur cette échelle, l'anglais est un système de communication de niveau 9. Doyle entend désormais appliquer cette technique à la communication d'origine extraterrestre. Plus un langage est complexe, plus on a affaire à une intelligence supérieure. Tout message d'origine extraterrestre obéit obligatoirement aux règles de la théorie de l'information. Il n'est pas d'autre moyen pour transmettre de l'information. Et le fait de mesurer la complexité de cette communication nous donnerait peut-être des indications sur le degré de complexité de la société considérée. La théorie de l'information n'aidera Doyle qu'à comprendre la complexité d'un signal extraterrestre et non son contenu. Si bien que même s'il repère E.T., il ne saura pas ce que E.T. cherche à lui dire. C'est le même problème que nous rencontrons sur Terre quand nous tentons de communiquer avec d'autres espèces. Si vous souriez à un loup, vous lui dites non pas que vous êtes heureux, mais que vous cherchez la bagarre. Si vous souriez à un chimpanzé, vous lui signifiez votre peur. Donc même le sourire ne marche pas. Comment communiquer avec un extraterrestre? Voilà une question difficile, vu qu'on n'arrive même pas à s'entendre sur de simples signes de convivialité sur Terre. Doyle s'est servi de la théorie de l'information pour dégager des schémas et des règles inhérents à la communication animale et en étudier la complexité. Il a obtenu des résultats surprenants. Ces données actuelles lui ont permis d'établir que les singes écureuils avaient un système de communication de niveau 3 et les dauphins de niveau 4.
Qui donc Doyle considère-t-il comme les meilleurs candidats pour communiquer avec des extraterrestres? Jusqu'ici, ni les dauphins ni les humains ne lui semblent avoir les compétences langagières requises. Il a trouvé néanmoins une espèce dont le système de communication se situe à un niveau largement supérieur. On s'intéresse de près à la baleine à bosse parce qu'on la soupçonne de posséder le système de communication le plus complexe de la planète. Doyle étudie la baleine à bosse depuis peu seulement et n'a encore isolé que ses cris de groupe. Quand des extraterrestres s'adresseront à l'espèce douée du langage le plus intelligent, peut-être se tourneront-ils vers cette baleine plutôt que vers l'homme. Bien qu'à l'écoute des bruits de l'univers depuis 40 ans, il reste au SETI à découvrir au moins un signal extraterrestre à tester. Pour trouver de vrais extraterrestres, peut-être devrons-nous chercher ailleurs, plus près de chez nous. Autrement dit, peut-être devrions-nous nous observer nous-mêmes de plus près. Quand vous vous regardez dans un miroir, c'est peut-être un martien que vous voyez. Je trouve toujours amusant d'entendre parler d'ovnis et d'extraterrestres. Pour moi, ce sont des bactéries. Il pourrait y avoir des bactéries là qui, en réalité, sont d'origine extraterrestre. La vie sur Terre aurait fort bien pu venir de Mars, et nous pourrions tous être des extraterrestres. À en croire Matt Kay, ainsi que d'autres scientifiques, il y a des chances pour que, voici des milliards d'années, des bactéries d'origine extraterrestre aient été projetées de la surface d'une autre planète et emportées sur une météorite. Cette météorite serait venue s'écraser sur Terre, où les bactéries de ce fait répandues auraient proliféré et se seraient épanouies. Une théorie qu'on appelle la panspermie. Si la théorie de la panspermie est vraie, vous et moi, nous sommes des extraterrestres, puisqu'à l'origine, la vie ne se serait pas développée sur la planète que nous habitons aujourd'hui. Le professeur Jay Melosh de l'Université d'Arizona a étudié les météorites tombées sur Terre dans le but de savoir si elles avaient pu apporter la vie depuis d'autres mondes. Cette météorite est un morceau de basalte d'origine martienne. Il provient de l'impact d'une grande météorite à la surface de Mars. C'est un moyen de transport presque idéal. Idéal parce que la pierre protège les bactéries des radiations et des températures extrêmes qu'on trouve dans l'espace. Elle les protégerait également de l'impact d'une chute sur la Terre. Pour vérifier si des bactéries résisteraient à un voyage dans le cosmos, Jay Melosh et son collaborateur Wayne Nicholson mènent une expérience sur leur capacité de survie. Ils en injectent dans un bloc de pierre qu'ils apportent au laboratoire de Lanes Vertical Gun près de San Francisco. Après avoir placé le bloc dans une grande chambre à vide, Melosh lance dessus un projectile à la vitesse de 21 600 km/h. Le projectile a pulvérisé la cible en pierre et celle-ci a volé en éclats. Pour étonnant que ce soit, malgré la pulvérisation du bloc, les bactéries ont survécu intactes. De leur survie, on peut inférer celle d'organismes d'une autre planète à un impact de météorite et à une propulsion dans l'espace interplanétaire. L'expérience prouve que les bactéries résisteraient non seulement au vide dans l'espace, mais à l'impact d'une chute sur Terre. Il existe une hypothèse selon laquelle les bactéries d'un autre monde auraient évolué pendant des millions d'années pour former la vie telle que nous la connaissons. Toute vie sur Terre serait alors d'origine extraterrestre. Que les humains, les plantes, les animaux, tout ce qu'on voit descendre d'un ancêtre commun d'origine martienne est une possibilité. Une fois sur Mars, nous pourrions nous rendre compte que c'est là que vivait notre arrière-arrière-arrière-grand-mère. Étant donné l'immensité de notre galaxie, il se peut que les extraterrestres, si évolués soient-ils, n'aient jamais appareillé pour la Terre à bord d'un vaisseau spatial. Tous les ovnis aperçus ne seraient qu'une interprétation erronée de ce que nous voyons et les phénomènes d'apparition, le fruit d'une imagination débridée. Il se peut aussi que les extraterrestres aient été là depuis le début. Dans ce cas, toutes les espèces terrestres, y compris la nôtre, descendraient directement de formes de vie extraterrestres. Par le plus étrange des hasards, ce serait nous, les extraterrestres.